Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062. Aujourd'hui au programme, on termine le dossier 4 avec la section 4.4 qui porte sur les biomes aquatiques. On va distinguer deux types de biomes aquatiques qui sont très différents. Et on va commencer avec les biomes dulcicoles, ce qui veut dire les biomes qui se situent en eau douce. Dans ces biomes en eau douce, eh bien, on va d'abord avoir les lacs. Les lacs, ce sont des étendues d'eau calmes. C'est ce qui qualifie un petit peu ce qu'est un lac. C'est que les eaux vont être calmes et donc vont avoir peu de courant. Les eaux superficielles, ce qui veut dire les eaux de surface, et profondes, ont des milieux de vie qui sont très différents. À l'automne et au printemps, les eaux vont être brassées par les changements de température. Et donc, la turbidité va augmenter et l'eau va prendre une teinte plus brunâtre. Par contre, ce mélange-là est important parce qu'il va oxygéner les eaux de profondeur et alimenter en nutriments les eaux de surface. Au niveau de la flore et de la faune, eh bien, la faune et la flore dépendent de la profondeur. Comme je l'ai dit, les eaux de surface et les eaux profondes, ce sont deux milieux qui sont différents. On va retrouver plusieurs oiseaux qui vont vivre en bordure des lacs pour pouvoir pêcher, mais aussi des amphibiens et des prédateurs qui vont profiter des rives peu profondes pour s'alimenter. Les plantes sont parfois fixes, donc vont parfois avoir un réseau racinaire, autrement dit, mais on peut aussi retrouver des plantes qui sont flottantes, autrement dit, qui vont aller chercher leurs nutriments directement dans l'eau et qui ne vont pas aller s'enraciner dans le fond du lac. Passons maintenant aux cours d'eau comme vous les voyez. Donc ici, on parle d'un débit qui est constant lié à l'écoulement et qui dépend des précipitations et du relief. On va avoir des passages plus étroits qui impliquent un plus haut débit. On peut aussi retrouver des barrières physiques qui vont créer des chutes et qui peuvent venir au passage des poissons. L'eau ici, évidemment, j'ai beaucoup de remous, j'ai beaucoup de mouvement, ce qui veut dire que j'ai beaucoup d'oxygène. Ça va être de l'eau qui va être très oxygénée à cause des remous. Au niveau de la faune et de la flore, eh bien, le courant entraîne les plantes flottantes en aval. Autrement dit, ce que je disais tantôt, les plantes qui n'ont pas de réseau racinaire, eh bien, ils vont pouvoir se déplacer au gré des eaux. Certains poissons plus forts peuvent y vivre et nager à contre-courant, comme la truite, le saumon ou le chevalier cuivré. Le chevalier cuivré, pourquoi j'en parle, même si c'est probablement un poisson dont vous n'avez jamais entendu parler, eh bien, c'est un poisson qu'on retrouve seulement au Québec et plus précisément dans la rivière Richelieu. C'est un poisson qui va utiliser justement les rapides de la rivière Richelieu dans la région de Chambly pour pouvoir se reproduire. Passons maintenant aux milieux humides. On distingue principalement trois types de milieux humides et le premier, ce sont les marais. Les marais, en fait, c'est une étendue d'eau stagnante dans laquelle on va seulement retrouver des herbages comme des roseaux, des mousses, des nénuphars et c'est juste ça qui va pouvoir pousser. Le deuxième type, ce sont les marécages. Les marécages, en fait, c'est une étendue d'eau stagnante semblable à un marais, mais dans laquelle on va retrouver des arbres. Et finalement, la tourbière, eh bien, c'est constitué d'un sol qui est gorgé d'eau dans laquelle on retrouve principalement des mousses. Donc, on parle vraiment d'un sol, on ne peut pas marcher dessus, c'est vraiment un sol qui est gorgé d'eau au maximum. Les milieux humides, ce sont des milieux qui sont riches en biodiversité et qui vont abriter plusieurs plantes, plusieurs insectes, plusieurs amphibiens, plusieurs oiseaux et plusieurs petits mammifères qui vont pouvoir y vivre. Et ces milieux-là, eh bien, ils ont une certaine importance parce que les plantes des milieux humides servent de filtre pour différents contaminants contenus dans les eaux de surface. On les utilise aussi comme des éponges pour absorber les trop-pleins des lacs et des rivières. Ainsi, en période de crue, les milieux humides se gorgent d'eau. C'est donc une très mauvaise idée de les assécher pour en faire des zones urbaines et des quartiers résidentiels, puisque ces zones seront propices aux inondations saisonnières dû au fait qu'ils n'auront plus cette éponge-là pour garder les eaux.
non seulement ces zones-là vont être propices aux problèmes de crue, mais ils vont aussi mettre d'autres zones dangereuses si on les assèche. Ça va aussi mettre d'autres zones résidentielles qui n'étaient pas des zones propices aux périodes de crue, mais qui vont le devenir parce que justement, on n'a plus cette éponge-là pour absorber les trop-pleins d'eau. Passons maintenant au deuxième milieu dont on va traiter, qui est la rencontre des eaux. En fait, ce ne sont pas des eaux salées, ce ne sont pas des eaux douces, c'est vraiment la rencontre entre les eaux douces et les eaux salées. Le premier milieu dont on va traiter, ce sont les deltas. Le delta le plus connu, c'est sans doute celui du Nil en Égypte. Un delta, en fait, ça ressemble à la lettre grecque delta. Et la lettre grecque delta, eh bien, c'est un triangle. Donc, les deltas sont souvent en forme de triangle. C'est un endroit où une rivière ou un fleuve se déverse dans la mer ou dans un océan, comme on le voit ici. La perte de débit des eaux fait que les sédiments et les minéraux accumulés se déposent au fond des eaux et créent ainsi un milieu très fertile et riche en biodiversité. Donc, on va retrouver des sols qui sont très très bons pour la culture et qui vont justement avoir énormément de plantes qui vont pousser dessus. Plus de plantes égale plus d'animaux, donc on va retrouver une très grande biodiversité dans ces milieux. Au niveau des estuaires maintenant, eh bien, l'estuaire est une zone de mélange des eaux douces et salées d'un fleuve qui s'élargit un peu à l'image de celui du Saint-Laurent. Donc, on a un estuaire ici qui est très connu, qui est celui du Saint-Laurent. Vous pouvez penser à la région de Tadoussac autour d'eux, où on va retrouver justement le début de l'estuaire qui va se rendre jusque dans le golfe Saint-Laurent. Donc, là, au niveau de la faune et de la flore, bien, je vais avoir beaucoup de remous dans ces milieux-là. Donc, c'est des milieux où est-ce que, justement, je vais avoir beaucoup d'eau qui vont se mélanger avec des eaux fertiles et riches qui viennent du continent et les eaux salées qui s'approchent de l'autre côté. Donc, on a vraiment le mélange des deux milieux qui va vraiment favoriser une très très grande biodiversité. On va retrouver du plancton, et qui dit plancton dit mammifères marins. Et quand on parle de mammifères marins, je ne parle pas seulement des phoques, mais je parle aussi des cétacés, donc autrement dit des baleines qui sont beaucoup plus grosses. On va aussi retrouver une très très grande variété d'oiseaux qui va profiter justement de cette diversité-là pour pouvoir s'alimenter. Du mélange des eaux, on passe maintenant aux eaux salées. Et vous allez remarquer qu'au niveau des eaux salées, eh bien, je vais séparer un petit peu plus les biomes que ce qui est fait dans le livre. Ça aide à comprendre comment fonctionnent ces milieux. Et la première zone qui nous intéresse, eh bien, c'est la zone littorale. Comme pour l'estuaire et le delta, le littoral bénéficie de l'apport en nutriments du continent et des remous causés par les vagues et les marées. Qui dit remous dit oxygène, qui dit nutriments dit plantes. Donc, on va retrouver beaucoup de plantes qui sont soit fixes ou des plantes semi-aquatiques qui vont border le littoral. On va aussi retrouver des crustacés, des poissons, des vers et une grande variété d'oiseaux pêcheurs qui profitent justement des eaux qui sont moins profondes pour pouvoir aller chercher le poisson et les crustacés et ainsi se nourrir. Si on s'éloigne un peu plus de la côte, eh bien, on va retrouver les récifs coralliens. Les récifs coralliens, on les trouve principalement dans les eaux chaudes. Donc, commençons par définir ce qu'est un récif. Donc, les récifs sont des structures de calcaire sécrétées par les coraux dans des eaux qui sont chaudes et peu profondes. On va les retrouver plutôt autour de l'équateur, comme on peut le voir sur la carte. Leur structure unique, combinée à la chaleur de l'eau, en font un milieu de prédilection pour la biodiversité. C'est un peu comparable à celle des forêts tropicales humides. Donc, c'est un des milieux où est-ce qu'on va avoir les plus grandes et les plus riches biodiversités sur Terre. Au niveau de la faune et de la flore, eh bien, on va avoir d'abord les coraux comme tels. Donc, les coraux, ce sont des petits invertébrés de la famille des cnidaires. Ils vont vivre en symbiose avec une algue microscopique qu'on appelle la zooxanthelle. Comme je l'ai dit, les récifs regorgent d'une biodiversité impressionnante. Donc, ce sont des milieux qui sont excessivement riches en biodiversité.
On s'éloigne encore un peu plus du littoral, donc on va retrouver plusieurs biomes rendus là, et ces biomes-là, eh bien, ils vont exister dans les mers et les océans et vont dépendre principalement de la proximité de la côte, comme je l'ai dit, mais aussi de la profondeur des eaux. Vous vous souvenez qu'on a parlé déjà du mouvement des eaux, où est-ce qu'on va avoir des eaux chaudes et moins salées sur le dessus. On va avoir la thermocline et après on va tomber dans des eaux de plus en plus froides. Eh bien, c'est de ça qu'on parle ici. Donc, la première zone qui nous intéresse, qui est indiquée en rouge, c'est la zone pélagique. Lorsqu'on va passer donc plus près de la côte, mais dans le coin du talus continental et du glacis continental, on va retrouver des zones néritiques qui sont aussi plus profondes que les autres surfaces. Et finalement, au niveau des plaines abyssales et des fosses sous-marines, on va retrouver la zone benthique. La zone benthique, c'est un milieu qui est très particulier en fait, parce que c'est une zone qui a très peu de lumière du soleil qui s'y rend. Comme il y a peu de lumière du soleil, eh bien, il n'y a pas de photosynthèse. Et comme il n'y a pas de photosynthèse, eh bien, il y a très peu d'oxygène aussi. Donc, ça va être des organismes qui vont vivre, entre autres, de la structure que vous voyez en haut à gauche, qui s'appelle des fumeurs noirs, où est-ce qu'on va retrouver des petits crustacés qui vont utiliser les éléments qui sortent de la Terre pour pouvoir, justement, survivre. Et l'avantage de vivre dans des zones benthiques, eh bien, c'est qu'on peut avoir des poissons comme vous les voyez à droite et en bas. Donc, ce sont des poissons qui, heureusement, ne se voient pas dans le miroir. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.